Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde de haut vol sur une question hautement d'actualité. Faut-il s'endetter pour s'enrichir? Alors, durant cette un petit peu plus d'une heure de débat, on va parler évidemment d'endettement des pays, on va parler d'endettement des ménages, on va parler d'endettement des entreprises. Il y a des gros mots qui vont être prononcés comme taux d'intérêt, comme taux bas, comme Olivier Blanchard, comme spéculation, investissement, dépenses courantes. On va également parler de soutenabilité de la dette, on va parler de France, d'Allemagne, de Sénégal, on va parler du pacte de stabilité. Que des questions et des sujets d'actualité sur une heure. Le débat va se décomposer en 3 temps. C'est pas comme à Sciences Po, c'est pas thèse, antithèse, synthèse. Ça va être un constat, 2 propositions et 3, on va essayer de garder autant que possible un temps de questions-réponses avec vous pour que vous puissiez interpeller les intervenants sur la thématique qui nous occupe aujourd'hui. Je vous disais, c'est une table ronde de haut vol. Nous avons des intervenants 5 étoiles que je me permets de vous présenter dès maintenant. Alors pour vous, ça va être de droite à gauche. Odile Renaud-Basso, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes directrice du Trésor depuis 3 ans. Vous avez fait l'ENA, vous avez commencé la Cour des comptes, vous avez passé 10 ans au Trésor avant de rejoindre Bruxelles. Vous avez été, entre autres, secrétaire général du comité ECOFIN, puis chef de cabinet adjointe du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Vous avez ensuite été numéro 2 du cabinet de Jean-Marc Ayrault à Matignon. Vous avez été numéro 2 de la CDC. Et pour des questions un petit peu plus perso, parce que chacun va y avoir à droit, vous avez 4 enfants. Et votre spécialité, ai-je lu dans un portrait, c'est le poulet aux olives. Ensuite, on passe à Monsieur Cher Kanté. Bonjour monsieur, vous êtes ministre en charge du plan Sénégal émergent depuis 2 ans. Vous êtes diplômé de l'université d'Orléans et de Dauphine. Vous êtes multitâche, écrivain, businessman. Vous êtes célèbre pour aider les couches populaires et défavorisées de votre pays. Vous avez été directeur du port autonome de Dakar. Vous adorez Youssou N'Dour. Vous aimez les belles fringues. Vous aimez les marques de luxe, les cravates, mais pas du tout les nœuds papillons. À sa droite, Bruno Angle. Bonjour monsieur. Vous êtes CEO du Crédit Suisse France-Belgique depuis 2016. Après avoir dirigé pendant 10 ans le fonds Macquarie, vous avez fait Polytechnique, vous avez fait Ponts et Chaussées. Vous avez travaillé au ministère des Transports et du Tourisme, si je me suis bien renseigné. Vous avez été également CEO de la Société du Tunnel du Mont-Blanc. Vous avez été partenaire chez McKinsey. Vous avez été CEO de Vinci Énergie. Vous êtes un adepte de golf que vous pratiquez quasiment tous les week-ends pendant 4 heures, sauf ce week-end, j'en suis désolé. Et vous êtes un ancien grand joueur de rugby. Merci d'être là. À sa droite, Henrik Anderlein. Vous êtes président et professeur d'économie politique à la RC School of Governance. Vous êtes aussi directeur de l'Institut Jacques Delors à Berlin. Vous êtes spécialisé, encore des gros mots, d'élaboration de la politique économique en Europe, d'euro, de budget de l'Union européenne, de crise financière. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris et de Columbia à New York. Vous avez été économiste à la BCE à Francfort et professeur invité à la Harvard Kennedy School. Et à titre personnel, vous vous êtes marié à Aix-en-Provence et c'est à chaque fois un plaisir pour vous de venir aux rencontres économiques. Enfin, Catherine Lubochinski. Bonjour, vous êtes membre du Cercle des économistes et vous avez coordonné cette table ronde que j'ai le plaisir d'animer. Vous êtes professeur à l'université Paris 2 Panthéon-Assas et entre autres membre du conseil scientifique de l'Unicredit and Universities Foundation à Milan. Vous êtes également membre du comité scientifique de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la Banque de France. Vous avez un doctorat d'État, vous êtes agrégé de sciences économiques. Vos thèmes de prédilection sont les taux d'intérêt, les produits dérivés, la gestion d'actifs, la régulation financière. Vous n'avez pas la langue dans votre poche, vous êtes plutôt direct et cash à votre manière et vous n'aimez que le bon vin. Et donc je vous cède la parole puisqu'on a déjeuné ensemble juste avant. Catherine, je vous cède la parole pour l'introduction. Vous avez 5-6 minutes. Merci Marc, je suis ravie, je vois que j'arrive quand même à préserver pas mal ma vie privée. Bien. Alors, donc, bonjour à tous, le thème de cette session c'est « Faut-il s'endetter pour s'enrichir ?» Et si vous posez la question aux Français, tout de suite vous avez la réponse « Oui, bien sûr ». Alors, faut quand même réfléchir un petit peu parce que si vous posez cette question à un ménage surendetté, en situation de surendettement, ça pourrait être considéré un peu comme une provocation. Sachez quand même que plus de 80% des ménages français surendettés ont un patrimoine brut inférieur à 2 000 €. Donc, voilà.
Donc ça, c'est pour les ménages. Le surendettement ne concerne pas évidemment que les ménages. Certaines entreprises, certains États en sont victimes, d'où la récurrence de crises financières dues à un endettement excessif. Alors les conséquences en termes de destruction de richesses sont souvent loin d'être négligeables. Si vous prenez l'estimation faite par l'OCDE pour les 19 pays dont les banques ont été affectées par la crise de 2008, 10 ans plus tard, leur perte médiane cumulée de PIB par habitant est estimée à 6%. Alors peut-être ça vous choque pas trop, mais si vous prenez la Grèce, la perte de PIB entre 2009 et 2013, c'est 30%, hein, donc presque un tiers de son PIB. Pour l'Argentine, en l'espace de 3 ans, entre 1999 et 2002, c'était moins 20%. Donc, première constatation, l'excès de dette n'enrichit pas toujours. Le pire, c'est qu'en plus, ces crises de dette, quand vous regardez bien, sont souvent suivies d'un accroissement très important des dettes publiques. Donc les crises de dette entraînent des accroissements de dette publique. On l'a bien vu encore une fois avec la crise de 2008, où la plupart des pays, surtout ceux qui ont fait des politiques économiques contracycliques, ont vu leur dette augmenter. Alors, en revanche, sans endettement, il est quand même difficile de s'enrichir. Ce qui explique que les prêts apparaissent dès les premières sociétés agraires. Et on en retrouve la trace dans le Code d'Hammurabi, donc je rappelle le roi de Mésopotamie autour de moins 1700 et quelques, qui non seulement, ce Code d'Hammurabi, réglemente les taux d'intérêt portant sur les prêts et les prêts en grains et les prêts en argent-métal, mais ce code prévoit aussi des cas, comme par exemple l'orage, hein, le climat était déjà une préoccupation, donc des cas permettant la suspension des remboursements, le non-paiement des intérêts, voire l'effacement des tablettes. Et là, l'histoire est jalonnée d'effacement de tablettes. Surtout les tablettes des pouvoirs publics. Si vous faites un peu d'histoire très longue, il n'y a jamais eu véritablement de remboursement réel de la dette publique. Les méthodes ont été plus ou moins brutales au cours du temps, mais grosso modo, la dette publique n'est jamais remboursée. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. On comprend bien l'utilité de la dette. En desserrant la contrainte budgétaire, la dette vous permet, en théorie, d'investir et donc de contribuer à la croissance et à la création de richesses. En théorie, parce que finalement, tout dépend de l'affectation des ressources que vous obtenez ainsi. D'où une question, la question clé, à quelles conditions l'endettement est économiquement efficace? Et cette question est d'autant d'actualité que nous sommes dans un environnement de taux extrêmement bas et qu'il y a donc de fortes incitations à s'endetter. Puisque, en plus, quand vous endettez, vous allez comparer la rentabilité financière, alors la rentabilité financière apparente et à court terme des projets, et ça c'est facilement positif quand vous avez des taux qui sont quasiment nuls. Donc le risque réel, c'est d'avoir une mauvaise allocation de l'épargne. Et on l'a déjà vu en Espagne avant la crise, avec les excès dans la construction et dans l'immobilier, au détriment de tout le reste. On peut également s'interroger sur les grandes entreprises américaines, en particulier américaines, les grandes entreprises cotées, qui empruntent sur le marché obligataire afin de racheter leurs propres actions et augmenter la distribution de dividendes, ce qui était, je vous le rappelle, formellement interdit au XIXe siècle. Donc, enrichissement, oui, à court terme, mais essentiellement enrichissement des actionnaires. Donc, on voit bien qu'il y a un problème, parce que le marché action, par exemple, aussi bien en France qu'aux États-Unis, ne finance plus l'économie. Les émissions brutes, moins les rachats d'actions, ça fait du négatif, donc depuis de nombreuses années. Donc, on peut comprendre pourquoi la finance n'inspire plus vraiment confiance aux individus. Alors, l'autre emprunteur de taille des entreprises, c'est bien sûr les États. Et la problématique est légèrement différente puisqu'ils ont un horizon temporel infini et ils n'ont pas vraiment de préoccupation de rentabilité financière à court terme. À la limite, tant qu'il y a des prêteurs, aucune raison a priori de limiter l'endettement. Sauf que, de temps en temps, les marchés financiers, qui sont, ma foi, cyclotimiques quand même, il faut bien le dire, puisqu'ils passent de l'excès de confiance, comme l'en attestent les primes de risque avant la crise en zone euro, il n'y avait plus de primes de risque entre les pays, ils passent de l'excès de confiance à des excès de défiance,
Et ces excès de défiance vont rappeler à l'ordre certains États. Et là, si vous voulez un autre exemple saisissant, ça a été quand l'information sur la falsification des comptes publics grecs a été révélée, voilà, les marchés financiers ont violemment réagi contre la dette publique grecque. Alors, on aurait tort par ailleurs de croire que la dette publique est automatiquement léguée aux générations futures, parce qu'ils devront payer plus d'impôts. Il ne faut pas raisonner comme ça, parce que si les dépenses sont affectées à l'investissement et aux investissements d'avenir, donc éducation, infrastructure, climat, etc., ce sont bien les générations futures qui vont en bénéficier. Donc ce n'est pas contre les générations futures d'avoir du déficit budgétaire ou de la dette à l'heure actuelle. Et la défiance actuelle à laquelle on assiste, c'est une défiance envers l'efficacité des dépenses publiques, et elle est très liée à la défiance envers les politiques économiques occidentales qui ont conduit à la crise financière. Alors, si on s'intéresse aux pays émergents, comme l'Afrique ou l'Asie, on constate en ce moment que les pays destinataires des travaux des routes de la soie commencent à remettre en question l'utilité de ces travaux, compte tenu du poids croissant de leur dette que cela entraîne. Et je vous donnerai qu'un seul chiffre. Pour Djibouti, le financement de projets d'investissement chinois représente l'équivalent de 75% de leur PIB. Donc, question, si ces projets s'inscrivent dans une stratégie bien pensée de développement international de la Chine, il n'est pas sûr que ces projets correspondent aux priorités domestiques de ces pays émergents. J'espère que nous aurons la réponse. Donc, pour conclure, la dette, oui, je ne suis pas allemande, oui, mais à condition de financer des projets socialement économiques et efficaces pour la croissance de long terme, et à condition de ne pas perdre de vue les aspects de soutenabilité de long terme de la dette, à la fois publique et privée, et en particulier en cas de remontée des taux. Merci Catherine. Le débat est lancé, admirablement bien lancé. Odile, vous avez la parole. Vous avez légèrement été égratigné par Catherine sur la capacité des États à s'endetter. Qu'avez-vous à répondre ? Alors, moi, je voulais partir de 4 constats, ou 3 constats. Le premier, c'est qu'on est dans un monde où la dette publique, et en particulier la dette publique, a beaucoup augmenté. Depuis 2007, on a une dette publique qui est en très forte croissance. Pour les pays développés, 71% de dette sur PIB en moyenne en 2007, aujourd'hui 103%, avec une zone euro qui pour le coup est en dessous de la moyenne, 85% pour la zone euro, mais j'y reviendrai, avec des grandes disparités entre pays de la zone euro. Pour les pays émergents, on passe de 36% à 51%. Évidemment, tout ça est rendu possible par une politique monétaire très accommodante, des taux d'intérêt très bas qui rendent le service de la dette absorbable par les budgets. Deuxième constat, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de chiffre magique en matière de niveau de dette soutenable. On ne sait pas aujourd'hui dire à tel niveau de dette c'est soutenable ou c'est pas soutenable. Ça va dépendre d'un nombre de facteurs très importants et d'une analyse approfondie. Et même avec tous ces éléments d'analyse, il y a toujours un débat, et on l'a vu sur des sujets sur la dette grecque, etc., il y a toujours un débat de savoir si finalement la dette sera soutenable ou pas. Ça dépend de la croissance potentielle, de la démographie, du mode de financement de la dette, si c'est plutôt sur de l'épargne nationale ou de l'épargne sur des financements étrangers, évidemment du niveau d'intérêt et in fine de la confiance des marchés. Et ça, c'est un élément très important à prendre en compte parce que aujourd'hui, évidemment, le débat est assez facile de dire, c'est facile de dire qu'on peut s'endetter. Les marchés ont confiance, les taux d'intérêt sont très bas, la situation peut se retourner et à ce moment-là, les fragilités apparaître de façon beaucoup plus importante. Troisième constat, et je rejoins beaucoup ce qu'a dit Catherine, c'est l'impact de l'endettement n'est pas le même selon la nature des dépenses. C'est d'assez bon sens de dire si on s'endette pour investir, avec des taux de rendement de l'investissement qui sont supérieurs aux taux d'intérêt, c'est a priori bon pour la croissance potentielle, etc. Donc c'est tout bénéfice. Par contre, si on s'endette pour financer des dépenses courantes,
on vit à crédit d'une certaine façon, enfin, sans construire des recettes futures, et donc, a priori, ça serait moins positif. Simplement, ce qui n'est pas si simple, c'est que l'investissement, c'est quoi? C'est clair, pour les infrastructures, on sait mesurer la rentabilité socio-économique des investissements, la rentabilité financière d'un investissement, mais l'investissement dans l'éducation, l'investissement dans le capital humain, c'est aussi fondamental pour la croissance potentielle. Et nous, on pense par exemple que finalement, aujourd'hui, dans les investissements les plus rentables, c'est sans doute les investissements dans l'éducation. Ça se joue à long terme, c'est plus difficile à quantifier, ça dépend des politiques menées, mais c'est évidemment très important. De la même façon, avoir une population en bonne santé, c'est aussi un investissement. Donc, d'une certaine façon, les dépenses de sécurité sociale peuvent être aussi vues comme un investissement. Donc, il n'y a pas de solution. Là aussi, il n'y a pas de règle magique sur l'investissement physique, mesurable, et c'est bon pour la croissance, et il y a de l'investissement humain qui n'aurait pas le même effet. Par ailleurs, il y a des situations aussi où financer par de la dette du déficit budgétaire courant, c'est justifié, et c'est notamment quand un pays fait face à un choc majeur, qu'il y a une récession, il faut laisser le déficit public filer, il faut laisser la dette augmenter pour pouvoir laisser jouer les stabilisateurs automatiques, les mécanismes sociaux, assurance chômage, etc. Et donc là, c'est une façon, un outil nécessaire, l'endettement, pour stabiliser la situation économique, et c'est nécessaire. Et donc, à partir de là, on voit qu'en termes de politique publique, c'est pas simple, parce que mesurer la rentabilité de l'investissement, c'est pas simple. Comme je le disais, c'est plus facile pour certains investissements que pour d'autres, et c'est en particulier plus difficile pour des investissements qui peuvent être nécessaires parce que ça génère des biens publics, et par contre qui ont un effet économique à court terme, qui coûtent, qui n'ont pas de rentabilité économique de court terme. Par exemple, les investissements en matière de la qualité de l'air, c'est des effets très peu mesurables et qui, a priori, ont des effets indirects plutôt que des effets directs sur la croissance. C'est parce qu'on n'arrive pas à quantifier, à qualifier tous ces investissements que, par exemple, en Europe, on n'a jamais dépassé le débat de est-ce qu'il y a des dépenses qu'on devrait sortir, des dépenses d'investissement qu'on devrait sortir du solde budgétaire. C'est des débats des sortes de serpents de mer qui reviennent régulièrement. Est-ce que dans le 3% de la règle budgétaire du déficit nominal européen, maximum, il faudrait qu'on sorte des dépenses d'investissement? Et alors là, quand vous ouvrez ce débat-là, vous arrivez dans un débat sur est-ce que c'est les dépenses de défense qu'il faut sortir, les dépenses de recherche, les dépenses d'éducation ou les dépenses d'infrastructure, et donc finalement ça ne progresse pas, et je pense qu'on ne trouvera pas de solution. Donc voilà pour les différents trade-offs en fait, et les différents enjeux en matière de politique publique qui se posent dans ces termes-là pour les pays développés, un peu différemment pour les pays en développement, parce que pour le coup, il me semble que le besoin d'investissement est tel que la nécessité de s'endetter pour faire de l'investissement est une évidence qui est largement partagée, avec un enjeu de soutenabilité sur lequel on reviendra tout à l'heure. Merci, Odile. Henrik. Visiblement, pour Odile, il y a une bonne et une mauvaise dette. On peut s'endetter pour de bonnes raisons et pour de mauvaises raisons. Vous, qui représentez ici l'Allemagne, il n'y a que des mauvaises raisons de s'endetter. Non, je ne représente pas l'Allemagne. Et ça veut dire quoi, représenter l'Allemagne? Mais je crois que la métaphore était la bonne. On a appris en introduction que Catherine n'aimait que le bon vin. Moi, je n'aime que la bonne dette. Donc, il y a effectivement cette différenciation entre bonne et mauvaise dette sur laquelle il faut toujours partir. Je vais parler que de la bonne dette, de l'investissement, et je crois que c'est ça la source de nos débats. Bon, on sait tous qu'en Allemagne, il y a un débat sur la dette. Souvent, vous allez lire que le mot dette en allemand, le mot Schulden, vient du mot allemand ou a la même origine étymologique que le mot Schuld, culpabilité. Et donc, on rapproche souvent les deux. On dit que les Allemands, culturellement, ne sont pas capables de raisonner en termes de dette. C'est du grand n'importe quoi. Je crois que l'Allemagne comprend très bien qu'il y a des raisons pour s'endetter, mais il y a des raisons surtout démographiques, culturelles et européennes qui expliquent pour laquelle l'Allemagne est si réticente à s'endetter. Mais je vais vous donner en deuxième temps, je vais faire du « et » en même temps, je vais vous dire pourquoi je pense quand même qu'il y a un débat exagéré sur la dette en Allemagne et qu'il faut songer à s'endetter plus. Donc dans un premier temps, pourquoi il y a cette réticence en Allemagne? Tout d'abord, il y a une raison démographique que vous pouvez très facilement comprendre. Odile a fait allusion à la démographie. D'ici aujourd'hui, et d'ici 50 ans environ, l'Allemagne va perdre 20% de sa force de travail. 20%. Un travailleur sur 5 va partir
à cause de la démographie. Dans une économie qui perd 20% de sa force de travail, s'il n'y a pas d'augmentation de la productivité ou d'autres productivités qu'il faut augmenter le PIB, ça veut dire que vous réduisez proportionnellement votre PIB. Donc si votre PIB se réduit, le taux de la dette augmente. Et ce débat, il est très présent en Allemagne aujourd'hui. On sait très bien qu'avec le vieillissement de la population, l'endettement devient, pour les générations futures, un problème encore plus grave que dans d'autres pays. Donc ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que effectivement, en Allemagne, comme vous le savez très bien, il y a des raisons plutôt historiques et culturelles d'avoir des problèmes avec l'inflation. L'Allemagne, qui est un pays exportateur, a toujours essayé d'avoir, même si ça peut paraître un peu contre-intuitif, une monnaie très très stable pour faciliter au reste du monde d'acheter les exportations allemandes de très haute qualité. L'inflation qui provient d'un endettement très agressif est quelque chose que la politique économique allemande n'a jamais souhaité avoir. Et pour cette raison-là, il y a une deuxième raison, plutôt historique, de dire on ne veut pas s'endetter. La troisième raison est européenne. Quand l'Union économique et monétaire a été créée, on sait que le débat a porté beaucoup, non seulement sur l'indépendance de la BCE et les objectifs d'inflation, mais aussi sur les doutes allemands de se retrouver avec d'autres pays qui allaient s'endetter beaucoup plus facilement, et d'où le pacte de stabilité et de croissance, d'où les règles dans les traités sur l'endettement, et l'Allemagne a toujours essayé d'être le bon élève par rapport à ça. Et d'ailleurs, ces dernières années, pendant la dernière décennie, l'Allemagne, effectivement, a montré que c'était un pays qui savait très bien contrôler sa dette, même dans une situation de croissance beaucoup plus faible que dans le reste de la zone euro. Donc tout ça explique pourquoi il y a cette hésitation, ces réticences par rapport à l'endettement. Maintenant, je viens à mon « et en même temps ». Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, les doutes sur la dette en Allemagne ont pris des dimensions exagérées et que l'Allemagne doit investir aujourd'hui. Il y a un manque d'investissement public criant dans notre pays. Je ne sais pas si vous voyagez beaucoup en Allemagne en dehors des grandes villes. Les écoles, l'infrastructure, tout ça, ce n'est pas au niveau où ça devrait être. Et donc, cette focalisation allemande sur un budget équilibré, ce qu'on appelle la Schwarze Null, le déficit zéro dans notre débat, a pris une dimension politique hallucinante. En Allemagne, vous ne gagnez pas les élections en promettant de dépenser plus, vous les gagnez en promettant de garder le déficit zéro. Et donc ça, c'est devenu un vrai problème depuis quelques décennies, parce qu'avec les changements la transition énergétique, les changements vers le numérique, il faut investir aujourd'hui pour qu'un pays garde sa possibilité de croissance dans l'avenir. Il y a aussi un manque d'investissement privé. L'excédent allemand, dont on parle souvent en France, provient aussi du fait qu'il n'y a pas assez d'investissement privé. Le capital allemand quitte l'Allemagne, il est investi ailleurs, et ça crée des balances, des équilibres ou des déséquilibres mondiaux et intra-européens qu'il faut corriger. La meilleure manière de les corriger, c'est d'investir publiquement et dans les entreprises privées en Allemagne. Et puis, troisième point, je pense qu'il faut aussi réfléchir à plus, mais on en parlera dans la deuxième partie, par des solutions. Il faut réfléchir à des solutions européennes. Aujourd'hui, la BCE est à des taux extrêmement bas, négatifs, à 0,4 pour le taux de la BCE. Le taux allemand aujourd'hui de 10 ans est au même niveau. Il est aussi à moins 0,4. Donc vous avez une courbe des taux d'intérêt qui est complètement plate pour l'Allemagne, de 0 à 10 années. Et là, on se pose la question, est-ce que la politique budgétaire ne devrait pas donner plus relancer le moteur de la conjoncture européenne? L'Allemagne ne souhaite pas le faire parce que la conjoncture marche bien en Allemagne, mais donc il faut réfléchir à des solutions européennes. Une dernière phrase, et ça c'est une critique très directe du gouvernement allemand. Un gouvernement qui n'investit pas à des taux négatifs pense qu'un euro d'investissement public détruit plus de valeur qu'il ne crée. Cette phrase est importante. Donc, à taux négatif, si vous n'investissez pas, si vous n'allez pas investir dans des investissements futurs, vous pensez qu'un euro dépensé détruit plus de valeur qu'il ne crée. Et ça, c'est une logique qui ne tient pas debout. Il faut changer aujourd'hui l'approche allemande. Il faut aller vers plus d'investissement et d'endettement, tout en respectant les règles européennes. Mais l'Allemagne, aujourd'hui, a de la marge. Merci, Loïc.
Cher Kanté, vous avez vu, je prononce mieux votre prénom que votre femme. Cher Kanté. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que les mêmes problèmes se posent pour l'Afrique et pour le Sénégal que vous représentez? Et le même problème se pose partout parce que, figurez-vous, la dette est une vieille pratique dans le monde qui n'épargne personne, les ménages, les États. Le professeur de Bassir me disait l'autre jour que l'Angleterre s'était endettée depuis 3 siècles, c'est-à-dire avant la révolution industrielle, pendant et après, pour se développer. Elle s'est même endettée pour battre Napoléon Bonaparte. Donc c'est Dieu comme le monde. Je voudrais au demeurant signaler que le discours que j'ai écouté tout de suite là me donne l'espoir que nous avons abordé la réponse sous le bon angle, parce que j'ai l'impression que nous adhérons tous à l'école de Domar. Parce qu'en matière de financement extérieur, il y a plusieurs écoles, Ricardo, Keynes et les autres, qui sont contre. Domar, Arnold, qui sont pour. Faut-il s'endetter pour mieux s'enrichir? Oui. Mais je vais aborder la question sur l'approche africaine. Je suis afro-optimiste. Pourquoi? Parce que je me rappelle qu'en 1960, un grand chercheur, René Dumont, disait déjà que l'Afrique noire était mal partie. Aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, nous remarquons les taux de croissance les plus élevés. Le PIB agrégé de l'Afrique représente 4,2% du PIB mondial, contre les 14% de la Chine, les 21% de l'Europe. Suivant les économistes, d'ici 2050, ce taux sera multiplié, aura une amplitude de 7%. Ça a des conséquences aussi bien positives que négatives, couplées à la démographie. Mais aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe en Afrique subsaharienne, nous avons une équation à résoudre. L'équation du financement du développement et de l'équilibre de la dette. Il est remarqué que dans certaines zones, on n'a pas encore atteint les ODD, les 17 ODD, et qu'il faudrait un financement additionnel d'au moins de 20% du PIB d'ici 2030 pour pouvoir les atteindre. Les besoins augmentent. L'aide publique au développement, dont je suis contre, déjà stagne et même régresse, ou bien cette aide-là est orientée vers d'autres secteurs comme la sécurité, entre autres, qui perturbent la croissance. Pendant ce temps, je pense que Odile l'a frôlé un peu, d'autres sources de financement s'offrent à ces pays-là, comme le financement chinois, qui a, Odile, ses avantages et ses inconvénients. Vous avez parlé du cas de Djibouti, parce que Djibouti avait tout simplement gagé son port. Et finalement, n'a pas pu rembourser. Maintenant, c'est sous le contrôle chinois pour 99 ans. Le Mozambique s'est endetté d'une manière pas transparente. Le Mozambique s'est endetté au niveau de la Chine. La Chine lui a envoyé des entreprises pour se construire directement contre des matières premières. Et c'était, comme on dit, pas officiel, en dehors des normes du multilatéralisme. Ça a fait les effets néfastes qu'on a connus. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons privilégier la bonne gouvernance, le multilatéralisme qui cultive la transparence pour permettre aux pays africains de mieux battre au rythme de la mondialisation. Les causes de ces dettes sont connues, les mauvaises dettes, mauvaises dépenses publiques, des chocs négatifs des matières premières, des chocs d'échange ou des politiques publiques pas du tout prudentes. Que faut-il faire maintenant? Je pense qu'il faudrait une nouvelle orientation politique à l'instar du Sénégal pour pouvoir aider ces pays-là à être sur les rampes de l'émergence. Nous avons aujourd'hui au Sénégal ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Il est prouvé que depuis 1960, les indépendances à 2012, l'Afrique n'a pas connu des taux de croissance qu'il fallait pour se hisser aux normes des pays émergents. Parce qu'il y a des normes.
il faut un taux de croissance supérieur au taux antérieur, un taux de croissance supérieur au taux de croissance démographique, un taux de croissance supérieur ou égal au taux des pays émergents ou des pays développés. Aujourd'hui, le Sénégal, à partir du plan Sénégal émergent, je pense que durant le premier plan quinquennal, nous avons eu une moyenne de croissance supérieure égale à 6%. Et les leviers sur lesquels on s'est appuyé, Madame Oulil, vous en avez parlé, c'est surtout sur le capital humain, sur la santé, sur les infrastructures qui ont créé des conditions de transformation structurelle de notre économie, appuyées par la paix et la sécurité. Aujourd'hui, je pense qu'au Sénégal, dans les autres pays, nous avons créé les conditions d'une croissance inclusive, je parle bien d'une croissance inclusive, qui puisse permettre à certains pays africains de voguer vers l'émergence. Si vous voulez, vous me signalez que mon temps de parole est terminé. Je reviendrai sur les détails. Voilà. Merci, cher. Bruno Angle, on a beaucoup parlé des dettes des États. On n'a pas parlé du rôle des banques. Est-ce que vous pouvez un petit peu, en tant que patron de Crédit Suisse, nous donner votre avis sur la question? Alors, je vais être effectivement un sujet à tiroir. Je voudrais, dans un premier temps, faire deux remarques liminaires, souligner un paradoxe que je trouve intéressant et mettre en exergue une asymétrie que je trouve choquante. Les deux remarques liminaires sur le thème de notre table ronde. D'abord, faut-il s'endetter pour s'enrichir? Je trouve que c'est un thème qui résonne particulièrement bien par rapport au terme plus large des rencontres 2019, qui est renoué avec la confiance. Pour qu'il y ait endettement, il faut qu'il y ait confiance. Confiance de l'emprunteur dans l'avenir, dans ses projets. Confiance de la banque ou du prêteur d'une façon plus générale dans l'emprunteur et dans sa capacité à rembourser. Alors ceci est vrai, en tout cas, quand on réfléchit 2 secondes, dans un univers classique de taux positifs. On pourrait avoir un débat philosophique intéressant, et Henrik l'a un peu abordé tout à l'heure, sur la question de comment tout ceci se traduit dans un univers de taux négatifs. Faut-il s'en rester pour s'enrichir? Quand on regarde qui s'est enrichi sur les 10 à 15 dernières années, il y a un certain nombre de gens, mais notamment les acteurs du private equity. Alors, le private equity, en fait, comment est-ce qu'ils se sont enrichis? De façon assez simple, avec un constat simple et un outil, lui aussi, assez simple. Le constat simple, c'est que quand on est dans un univers où le coût de la dette tend tendanciellement vers zéro et qu'on est en situation de maintenir une rémunération des fonds propres pour faire court à 15%, disons de 10 à 20% selon les classes d'actifs, on voit bien que c'est quand même assez tentant d'utiliser un outil simple qui est l'effet de levier. Parce que pour la même rentabilité intrinsèque d'un projet, on aura évidemment une meilleure rentabilité des fonds propres en s'enrichissant. Et donc, c'est ce qu'ont fait les fonds de private equity de façon assez simple, mécanique, mais déterminée et efficace. D'une part, en ayant à peu près sur tous leurs actifs des refinancements multiples accompagnant le mouvement de baisse des taux, et par ailleurs en leverageant pas simplement les actifs dans lesquels ils ont investi, mais également les holdings d'acquisition, ce qui permet d'ajouter un deuxième niveau de dette par rapport à l'actif lui-même, et donc de rendre encore plus attractif le rendement en fonds propres. Le paradoxe que je voulais souligner, c'est que je trouve, puisqu'on parle des différentes catégories de dettes, qu'il y a un paradoxe entre le discrédit qu'a dans l'opinion le crédit à la consommation et toutes les vertus qu'on prête au microcrédit, qui est applaudi comme un outil de développement économique et d'inclusion financière. Quand on regarde d'un peu près, le microcrédit ne se distingue pas fondamentalement du crédit à la consommation. Ce sont généralement des prêts de montants faibles qui sont utilisés principalement par des populations peu solvables pour acheter des équipements de consommation courante et dont les taux d'intérêt reflètent le risque accru représenté par cette catégorie d'emprunteurs. La seule différence tient à ce que l'emprunteur affirme des visées de micro-entrepreneuriat ou des visées pour l'emploi dans le cadre du microcrédit. Mais le prêteur n'a pas de contrôle effectif sur l'utilisation du bien qui est financé, et donc la nature des deux outils est donc bien assez largement, en tout cas, identique. En France, plus spécifiquement, on a 2 formes de microcrédit. Le microcrédit personnel ou social, qui est garanti par l'État à hauteur de 50% et qui bénéficie de taux subventionnés très bas. On a par ailleurs les microcrédits professionnels, qui eux, en revanche, affichent des taux très élevés, actuellement de l'ordre de 7,5%, plus élevés qu'un crédit à la consommation classique. Et donc, on a... en plus, pour le microcrédit personnel, souvent la nécessité pour y accéder d'avoir un accompagnement de type associatif au moment de l'obtention et même dans la durée de vie du prêt. Donc on a un paradoxe avec d'un côté le microcrédit qui a une bonne image, qui est peu abondant et qui est difficile à obtenir en pratique, et le crédit conso qui a une mauvaise image et qui est très abondant.
Alors, puisque je parle de crédit à la consommation, j'en viens à ce que je considère être une asymétrie choquante et qui intéressera peut-être Odile en particulier. L'État, vous vous en souvenez, en matière de crédit conso, a imposé par la loi Lagarde la mention suivante sur tous les documents de crédit à la consommation. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Je ne trouve pas normal que l'État ne s'applique pas à lui-même ce qu'il impose aux ménages. Aussi, je vais faire une proposition très précise dans cette logique pour aider nos parlementaires. Nous devrions imposer que cette mention figure chaque année sur tous les documents entre leurs mains au moment du vote de la loi de finances, que chaque député et chaque sénateur, au moment où il va appuyer sur le bouton de vote de la loi de finances, ait sous les yeux cette phrase « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. » Merci. Odile, vous êtes interpellé, vous devez répondre. On a une capacité de remboursement extrêmement forte. D'ailleurs, on emprunte, la France aussi emprunte à taux négatif. Hier, première adjudication à 10 ans à moins 0,13%. Donc on paye pour s'endetter auprès de la pour acheter de la dette française. Bonne réponse. Catherine, et les entreprises dans tout ça? La dette des entreprises? Parce qu'on a parlé des ménages, des États, mais pas des entreprises. Ah oui, c'est vrai, faut que je prenne mon bruit. Alors, là, oui, effectivement, il faut parler aussi de la dette privée. C'est-à-dire qu'il y a bien la dette publique, mais comme la dernière crise financière nous l'a montré, il n'y a pas que la dette publique qu'il faut regarder en termes de vulnérabilité d'un système. Et là, on a une exception française. On a une exception française dans le sens où, dans la plupart des autres pays, depuis 10 ans, la part de l'endettement privé dans le PIB diminue, alors qu'elle augmente en France. Alors, quand on regarde quelques chiffres, j'ai pris ceux du FMI parce que ceux de la BRI sont... Enfin, bon, voilà, j'ai pris ceux du FMI où il y a tous les instruments de dette confondus. Et quand on regarde l'évolution de la dette privée, ménage plus entreprise, aux États-Unis, par exemple, elle a baissé de 10 points depuis 2008. Ça représente quand même 200% du PIB, hein, c'est encore à des niveaux raisonnables. Elle a baissé de 20 points au Royaume-Uni, hein, ils sont à 230% de dette privée du PIB. Elle a baissé de 70 points en Espagne, il y en avait vraiment besoin. Mais elle a augmenté de 30 points en France. Donc vraiment une exception française. Alors pourquoi cette dette privée a-t-elle augmenté autant en France? Alors on peut se poser les questions. Est-ce que c'est un problème de surbancarisation et que les banques poussent à la consommation du crédit, non pas au crédit à la consommation? Est-ce que ce sont d'autres institutions? Bon, je laisserai Bruno répondre. En tout cas, ce n'est pas le différentiel de taux de croissance de la France qui peut expliquer un tel phénomène. Peut-être on pourrait dire c'est tout simplement une rationalité plus forte des Français, puisque vu les taux d'intérêt, autant s'endetter. C'est peut-être juste, on est plus rationnel que les autres. Ce mouvement de baisse concerne à la fois les ménages et les entreprises, sauf, alors pour ceux qui ont eu un mouvement de baisse, hein, donc pas pour la France, sauf aux États-Unis où la dette des entreprises a augmenté à un rythme supérieur au taux de croissance du PIB sur la dernière décennie. Et dans son dernier rapport sur la stabilité financière, la Fed s'inquiète en particulier de l'endettement des firmes les plus risquées. Et l'endettement des firmes les plus risquées, c'est effectivement inquiétant, leur augmentation, parce que vous augmentez la vulnérabilité à un ralentissement de la conjoncture économique ou à une remontée des taux. Et bon, les taux, ils sont quand même les taux courts sont un peu remontés aux États-Unis. Et plus précisément, ce qui préoccupe la Fed, c'est l'augmentation très forte de ce qu'on appelle, très élégamment, vous savez qu'en finance, on a toujours des termes très bien choisis, les leverage loans, hein, donc les prêts à effet de levier, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est un peu tautologique, c'est-à-dire des prêts, en fait, ce sont des prêts aux entreprises qui sont déjà fortement endettées. Hein, donc le mot leverage loan, rien qu'à lui seul, peut être inquiétant. Et ces prêts ont augmenté de 20% en 2018. Et non seulement ils ont augmenté de 20% en 2018, mais en plus, il y a une détérioration du risque moyen de ces prêts. Alors, le niveau maintenant de ces leverage loans est supérieur à celui de 2007. Donc, quand les banques américaines vous disent, non, on est beaucoup plus raisonnable,
On fait beaucoup, il y a presque plus de subprime aux États-Unis. Bah oui, il n'y a plus de subprime, il y a les leverage loans qui arrivent. Voilà. Bon, bah, Merci. Merci Catherine. Bon alors, comme vous avez tous dépassé votre temps de parole imparti pour la première partie, il va falloir réduire un petit peu votre temps de parole de la deuxième partie pour qu'on puisse laisser ce temps fameux de questions-réponses avec la salle. Donc on en vient au constat. Et on commence avec Henrik. Vous avez parlé tout à l'heure de solutions au niveau européen. Et vous prônez notamment aussi une révision du pacte de stabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a deux choses, en fait. La première, c'est qu'il faut des instruments pour s'endetter ensemble au niveau européen. Il n'y a pas de politique budgétaire européenne, et c'est un problème, parce qu'on a une politique monétaire commune et 19 politiques budgétaires très dispersées et non coordonnées. Et donc, l'idée d'un budget de la zone euro est importante. Aujourd'hui, on en a créé un, ou on est en train d'en créer un. Odile peut raconter tous les détails. Si vous le voyez dans la salle, c'est une petite poussière quelque part par terre de 17 milliards sur 7 années. Le chiffre n'est pas précis, mais c'est rien pour la zone euro. Donc il faut vraiment réfléchir à un budget véritable de la zone euro. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut effectivement réfléchir au pacte de stabilité. Et ça, c'est un débat très difficile pour mon pays, pour l'Allemagne, mais aussi pour d'autres pays. On a créé le pacte, j'ai fait allusion tout à l'heure au débat de l'origine de la zone euro, pour qu'il y ait de la politique budgétaire disciplinée dans les pays. Mais aujourd'hui, en fait, le pacte de stabilité marche en fonction de votre croissance potentielle année par année. Mais cette croissance potentielle, on ne la connaît pas. Odile ne sait pas quelle est la croissance potentielle en France aujourd'hui. Vous avez un chiffre officiel, mais on sait très bien que d'ici 2 années, on va corriger le chiffre à la hausse ou à la baisse. Donc on sait uniquement ex post. Donc au lieu d'essayer de savoir où on est dans le cycle, il faut vraiment cibler une augmentation des dépenses sur le long terme en liaison directe avec notre croissance du PIB. Donc ça s'appelle une règle de dépenses simple qui est beaucoup plus transparente et qui permettrait aux pays de voir mieux où ils en sont dans leur cycle. Ça peut paraître très technique, mais c'est une manière de répondre aux difficultés qu'on a aujourd'hui dans la zone euro pour se mettre d'accord sur la politique budgétaire. Si vous permettez une dernière phrase. Il y a toujours dans la zone euro des niveaux de dette très très différents. L'Italie aujourd'hui est à 132% par rapport au PIB, avec des déficits de 3-4% ces prochaines années si le cycle ne repart pas. On va bientôt atteindre les 150%. Ça, c'est un danger véritable pour la zone euro et pour l'Italie, à moins qu'il y ait une croissance extrêmement élevée, et pour l'instant, on ne la voit pas. Il y a d'autres pays comme l'Allemagne qui sont de l'autre côté de la fourchette, plutôt vers 60% dette par rapport au PIB. C'est ces pays-là qui doivent investir. Et la zone euro ne marchera pas si, au lieu de se rapprocher, on va dans des directions divergentes, et les pays qui peuvent investir n'investissent pas, l'Allemagne, et les pays qui voudraient investir ne peuvent pas parce qu'ils sont trop endettés. Le fonctionnement de la zone euro en dépend, et aujourd'hui, il faut être tout d'abord européen avant d'être allemand ou français. Parfait. Merci, Henrik. Bruno, votre solution à vous? Alors moi je voudrais évoquer 2 thèmes qui sont l'écologie et la spéculation, à la fois sous un angle d'observation et sous un angle de proposition, et terminer par 2 remarques sur la sensibilité à hausse des taux, pour répondre à Odile, et sur ce que je considère la vraie ressource rare. La dette écologique n'est pas remboursable, ce qui fait qu'on peut d'ailleurs se poser la question de savoir si cette autre forme de dette est vraiment une dette, et si le terme de dette est vraiment adapté. Il reste néanmoins certains points communs entre cette dette écologique et la notion de dette publique. Je crois que dans les 2 cas, ça résulte de notre réticence collective à changer aujourd'hui un certain nombre d'habitudes, et que dans les 2 cas, c'est nos enfants qui en paieront le prix, que l'on raisonne en termes de fin du mois ou en termes de fin du monde, pour reprendre le vocabulaire utilisé pendant la crise des Gilets jaunes. Mais ce faisant, il me semble que nous violons ce principe qui a été synthétisé par un écrivain allemand, Andreas Eschbach, qui a dit « Chaque génération a une dette envers la génération précédente et s'en acquitte auprès de ses propres enfants ». J'ai l'impression qu'on fait exactement l'inverse, mais c'est peut-être parce que Eschbach est en fait un écrivain de science-fiction. Alors, sur la spéculation, un mot pour dire que
l'investissement spéculatif souvent est défini par le niveau de risque qui est pris. Il me semble qu'en fait, ce n'est pas forcément ça la bonne définition. C'est plus la question de savoir s'il y a ou non contrôle par l'investisseur sur la rentabilité de l'actif sous-jacent. Le spéculateur qui très souvent emprunte pour réaliser son opération, pour faire l'effet de levier que j'évoquais tout à l'heure, mise en fait sur un changement de conditions de marché ou sur les décisions d'autrui pour valoriser son actif, alors qu'il n'en a pas la maîtrise. Le vrai investisseur, lui, qu'il soit industriel ou financier, est actif pour valoriser son bien. Alors, deux sujets, deux propositions. Il me semble d'abord qu'on voit bien, et ça a été évoqué ce matin dans une autre table ronde, qu'il y a une part d'activisme grand public qui se développe à travers l'utilisation de plus en plus fréquente des critères dits ESG, environnementaux, sociaux, gouvernance, via un certain nombre d'organismes de notation spécialisés qui souvent rendent également publiques leurs préconisations. Il me semble que c'est important de développer ce secteur, mais c'est aussi important de le structurer avec des règles claires. En effet, si on ne veut pas que l'épargne grand public ne participe, un peu comme Richard Virenque, à l'insu de son plein gré, à la spéculation, il faut standardiser les critères ESG et en réguler les organismes de notation, sinon on est dans une situation garbage in, garbage out, où en croyant faire le meilleur, on fait peut-être le pire. Et puis, il me semble également que par rapport aux produits spéculatifs, il est, ça peut paraître injuste à certains, mais probablement prudent de réserver certains produits qui peuvent être hautement rentables à un certain nombre de clients fortunés des banques, parce que ne pas restreindre l'accès à ces produits d'investissement les plus complexes peut être quasiment criminel pour des gens qui ne sont pas prêts à faire face à des pertes importantes. Et par ailleurs, pour terminer sur cet aspect-là, il me semble important de pourchasser toujours plus activement les plateformes, souvent illégales, systématiquement risquées, qui proposent de spéculer sur des instruments à effet de levier avec des gens qui n'en ont ni la compréhension ni la capacité à résister. Et pour terminer, deux remarques. L'une sur la sensibilité à la hausse des taux. J'entends tout à fait ce que dit Odile, elle a raison, évidemment, sur les taux que l'on peut pratiquer aujourd'hui. Il faut quand même être conscient que la remontée d'1% des taux, à 1 an, c'est 2 milliards pour la dette française, à 3 ans, c'est 6 milliards, à 10 ans, c'est 20 milliards. Et quand on voit la difficulté qu'on a à financer les 5 milliards de baisse d'impôts qui ont été annoncés par les mesures qu'on a du mal à trouver pour mettre en face, du fait en particulier, mais ce serait trop long de le développer ici, de notre incapacité à réduire vraiment les dépenses publiques, je pense qu'on ne peut pas être insensible à ce risque de hausse des taux. Bien sûr, il y a des taux négatifs aujourd'hui, mais je pense qu'il est de notre devoir collectif de réfléchir à cette sensibilité par rapport à la hausse des taux. Et dernier point, sur la ressource rare, je pense vraiment qu'on est dans un monde très nouveau aujourd'hui, où au fond, l'argent, il est quasiment gratuit, il est facile d'en trouver, et en fait, ce qui est beaucoup plus rare, c'est pas l'argent, c'est les projets et les porteurs de projets. Et c'est pour ça que je crois qu'il est fondamental, notamment dans l'éducation, et c'est ce qu'a fait notamment l'école Polytechnique à laquelle j'ai un peu contribué, à développer ce qui n'existait absolument pas quand j'y étais élève, à développer de façon très importante depuis 5 à 7 ans la notion d'entrepreneuriat avec un incubateur. Et donc je pense qu'il est important de former quand même quelques banquiers pour que je puisse les recruter, mais surtout de former les entrepreneurs. Merci. Merci Bruno. Odile. La soutenabilité de la dette. Non, je vais réagir, oui, sur la soutenabilité de la dette. Je suis d'accord avec Bruno sur le fait, en France, le service de la dette, malgré le niveau des taux actuels, c'est un des premiers postes budgétaires. 40 milliards dans le budget de l'État, c'est autant que ce qu'on dépense sur l'éducation. Donc c'est évidemment, et là avec des taux très bas, donc si les taux augmentent, les effets, je dirais, sont mathématiques, et donc c'est un risque majeur. Par ailleurs, on voit aussi quand un pays est trop endetté, arrive avec un niveau de dette, quand il est dans une situation face à une crise économique, il n'a plus aucune marge de manœuvre pour réagir. C'est la situation, par exemple, de l'Italie qui est rentrée dans la crise de 2008 avec un niveau de dette à 100%. L'Italie est, dans les pays européens, le seul qui ne pouvait pas laisser jouer les stabilisateurs automatiques, donc laisser filer le déficit parce qu'il y avait besoin plus de dépenses sociales, etc., et relancer la demande. Il n'a pas pu faire un plan de stimulus, et malgré tout, l'Italie se retrouve aujourd'hui en étant un des pays les plus endettés, avec un niveau de dette à plus de 130% du PIB, et une croissance potentielle qui s'est affaiblie progressivement aussi parce qu'il n'a pas justement pu avoir de politique économique proactive, etc. Donc on voit bien que le fait de ne pas avoir de marge de manœuvre, d'arriver avec un niveau de dette déjà élevé et dans une situation de crise où finalement les marchés n'ont plus tellement confiance, les spreads augmentent, donc les taux d'intérêt à payer augmentent, nous mettrait dans une situation de fragilité extrême et aurait un effet de récessif extrêmement important. Si je peux me permettre, l'Italie s'est appauvrie par rapport
rapport à avant la crise. Exactement, c'est le seul pays de la zone euro qui n'a pas retrouvé son niveau de PIB par tête préalable à celui de 2008. Et donc, il est clair qu'il faut qu'on ait une politique différenciée. Et aujourd'hui, il y a des pays qui ont vraiment des marges de manœuvre pour s'endetter. Et pour moi, l'Allemagne en fait partie, de même que les Pays-Bas, etc. Et il y a des pays pour lesquels il faut, malgré le niveau bas des taux d'intérêt, il faut que la dette soit sur une trajectoire de réduction. C'est clair pour l'Italie, et je pense que c'est aussi clair pour la France, qu'il faut qu'on inverse et qu'on stabilise, puis qu'on fasse décroître le niveau d'endettement. C'est une question de soutenabilité de long terme. C'est aussi une question d'indépendance, parce que quand on commence à avoir des difficultés à vendre sa dette et qu'on doit aller voir les investisseurs chinois pour dire achetez-nous de la dette française ou achetez-nous de la dette italienne, on commence à perdre des leviers d'indépendance et à dépendre de façon extrêmement importante de trade-offs qui ne sont pas forcément très agréables. Ceci étant dit, je suis aussi d'accord avec ce qui a été dit sur le budget de la zone euro, sur l'importance pour l'Union, pour la zone euro, face à la politique monétaire unique, d'avoir des instruments de politique budgétaire uniques aussi, qui permettent de réagir et de stabiliser la situation. Alors, je serais un peu plus positive sur les discussions, sur où on en est dans les discussions. Moi, je suis assez convaincue qu'en Europe, on avance toujours par petits pas, que ce qu'on a, c'est un début, qu'on pourra le faire grandir le moment venu, quand on en aura besoin, et que donc, vaut mieux avancer que ne rien faire, compte tenu des difficultés de ces discussions, mais un pas est toujours mieux que l'immobilisme. Dernier mot que je voulais dire, c'est sur la situation des pays en développement, parce que là aussi, après avoir fait il y a eu des initiatives extrêmement importantes pour annuler la dette des pays en développement, ce qu'on appelait l'initiative pays pauvres très endettés, avec une annulation massive pour redonner des marges de manœuvre et favoriser la croissance, éviter le poids excessif de la dette sur les perspectives de moyen terme. Ça a été fait et on se retrouve aujourd'hui 10 ans après, avec une situation qui, dans un certain nombre de pays, est à nouveau inquiétante, et des questions qui ont déjà été évoquées, mais de transparence, de l'intervention de nouveaux créanciers et de nouveaux modes d'octroi de la dette, avec donc des créanciers chinois qui ne jouent pas forcément selon les mêmes règles du jeu que l'ensemble de la communauté internationale, des mécanismes de gage, de préemption de recettes futures, etc., qui sont particulièrement toxiques, je dirais, et sur lesquels il faut être vigilant. Donc il y a des gros travaux au sein du G20 dans la communauté internationale pour essayer de se mettre d'accord sur des principes communs que tout le monde respecterait et des règles de transparence pour le futur. Merci Odile. Il nous reste 5 minutes avant de passer aux questions-réponses avec la salle, même moins, me dit-on. Moi aussi, je me fais rappeler à l'ordre. Cher, pour conclure. Je voudrais donner raison à Mme Odile parce que le Sénégal a bénéficié en 2002 du programme PPTE, pays pauvres très endettés. 2002, 2012, cette dette s'est reconstituée avec des taux de croissance très bas, 1,7%. Alors, entre 2012, quand le président Macky Sall est venu, avec sa nouvelle vision cartésienne, basée sur un modèle économiquement viable, comme on dit, socialement équitable, écologiquement reproductible, parce qu'il prend en compte les préoccupations des générations actuelles et des générations futures, on ne s'est pas endetté, et on a eu, durant le premier plan quinquennal, des taux de croissance supérieurs à 6%. Donc, cela dépend d'abord des gouvernants, mais des orientations stratégiques et du mode de gouvernance, d'une gouvernance vertueuse qui lutte contre la corruption. Où passe la dette, souvent? C'est ça, c'est à cette question qu'il faut répondre. Donc, nous avons dit qu'il faut des conditions de forme et des conditions de fond pour la construction d'une croissance inclusive, à travers une vision claire, nette, précise, avec une ambition forte. Il faut un budget. Comment financer ce budget-là? À travers les instruments classiques, les impôts. Il faut que les Africains payent les impôts avec une bonne fiscalité. Sur le plan extérieur, il faut le multilatéralisme à travers un partenariat solide qui respecte évidemment les 4 règles, l'efficacité, la cohérence, la redevabilité et la transparence. Il faut accepter de se soumettre à la reddition des comptes d'une manière transparente. Aujourd'hui, au sein de l'UEMOA, nous avons un avantage parce que nous avons un pacte de convergence qui donne un peu les normes en matière de déficit budgétaire, qui donne en matière d'endettement. On n'a pas le droit de dépasser 70% de notre PIB, fort heureusement. C'est pourquoi dans notre zone,
nous avons la stabilité macroéconomique la plus forte par rapport aux autres zones géographiques. Et moi, je le dis tout de suite sur ce plateau-là, je suis contre la monnaie éco qu'on veut promouvoir, parce que je n'ai pas envie qu'on déstabilise notre zone qui a aujourd'hui un taux d'inflation inférieur à 2%, comparé au Nigeria qui a un taux d'inflation à 16%. Donc ce sont des calculs à faire dans une logique prudentielle. Et tout dépend, bien évidemment, de la valeur des dirigeants. Il faut que les États prennent leurs responsabilités, parce que les États ont le rôle. L'État a le devoir et l'obligation de créer un écosystème qui d'abord favorise l'investissement direct étranger. Il favorise l'épanouissement des jeunes universitaires, comme la Silicon Valley, comme les Mittelstand en Allemagne, comme les Bangalore, où se croisent en général les scientifiques, les banquiers, dans une logique d'innovation. Le secteur privé a son rôle, les petites et moyennes entreprises. Il faut que ces petites et moyennes entreprises soient aidées, soient soutenues, pour qu'elles puissent avoir accès au crédit. C'est dans ces conditions que les jeunes Africains vont pouvoir trouver du travail et vont éviter de prendre les pirogues pour aller mourir dans les pays. Merci, cher Conté. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions avec la salle. On va en prendre deux. Qui veut poser la question? Oui, monsieur. Question rapide et réponse rapide. Bonjour, Karim Jamiloun, je suis entrepreneur dans l'immobilier et avant ça j'ai été banquier. Donc pour moi, l'endettement et l'enrichissement, c'est un préalable quand on n'a pas un background avec soi. Ma question, elle est sur le cycle. On n'a pas abordé ce point-là. À quel moment est-ce qu'il faut se désendetter pour s'enrichir aussi, puisqu'il y a le vieil adage qui paye ses dettes s'enrichit. Là, on n'en a pas parlé. Qui veut répondre? Catherine? Merci. Rapidement. Oui, effectivement, le jour où j'ai vu faut-il s'endetter pour s'enrichir, je me suis souvenu que ma grand-mère disait qui paye ses dettes s'enrichit. Mais en fait, non, pas du tout. Au contraire, c'est celui qui paye pas ses dettes qui arrive à s'enrichir encore un peu plus vite. Enfin, franchement, pas payer sa dette. On fait un peu d'inflation, on rembourse en monnaie de singe. Enfin bon. Celle-là, on s'enrichit plus vite. La théorie économique standard nous dit qu'on peut faire du déficit en creux de cycle et puis en haut de cycle, là, il faut commencer à se désendetter. Quand le cycle repart, il faut commencer à se désendetter. C'est ce que la théorie nous dit, mais il y a des effets de cliquet et c'est pas toujours facile à faire. Merci. Odile, mais c'est ce que l'Allemagne fait. La barre de 100% de la dette que la France va peut-être franchir, elle a déjà franchi, mais elle la refranchira peut-être, c'est psychologique ou c'est un vrai indicateur? Non, ça n'a pas d'effet. Quand les marchés sont confiants, ça n'a aucun effet d'être à 100%, 80%. On voit bien, il n'y a aucune réaction si on s'approche des 100%. Mais c'est quand même assez symbolique, je pense, politiquement. Et par ailleurs, comme je disais, ça nous fragilise à terme, parce que si jamais, aujourd'hui, on est quand même dans une situation où la croissance, du point de vue des États, c'est assez simple, c'est-à-dire quand la croissance est quand même positive et supérieure au potentiel, c'est le moment de se désendetter, de réduire son déficit, etc. Quand vous êtes en creux de cycle, c'est plutôt le moment de laisser le déficit filer et avoir un peu de dette pour soutenir l'activité. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut des marges de manœuvre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à mon sens, c'est plutôt dans le désendettement qu'il faut agir. Merci. Question. Mademoiselle. Merci. Bonjour, Ella Trad, étudiante à HEC Sciences Po Paris. Madame Romasso, vous avez évoqué l'absence de marge de manœuvre budgétaire de l'Italie et les incidences négatives que ça peut avoir sur la croissance à la fois effective et potentielle. En décembre dernier, l'Eurogroupe s'est accordé sur la mise en place d'un mécanisme de restructuration de dette européenne. Est-ce que vous seriez favorable du coup à la mise en place de processus de restructuration de dette préventive en Europe? Quels pourraient être les pays concernés? La France pourrait-elle être concernée? Et quelles pourraient être les modalités de ces processus préventifs? Merci beaucoup. Henrik? Pour faire vite, on sait que dans la zone euro, on a cette fameuse règle de non-assistance, la no bailout clause. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Et ça, c'est pas bien. Il faut que les pays dans la zone euro puissent aller dans une restructuration de la dette
réglées. Mais pour cela, il faut d'abord préparer le terrain. C'est-à-dire, si aujourd'hui l'Italie allait dans une banqueroute souveraine, toute la zone euro serait gravement concernée. Du coup, je crois qu'il faut créer le contexte dans lequel après ce sera possible. Je fais partie d'un groupe de 14 économistes, 7 Français, 7 Allemands. Nous avons travaillé sur la question. Nous avons présenté un rapport qui dit grosso modo ça. Il faut que ce soit possible, il faut que ce soit réglé. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a des questions juridiques avec les Collective Action Clause, je ne sais pas comment dire en français, mais vous savez très bien ce que c'est. Voilà, les clauses d'action collective, c'est simple. Donc il y a ce moyen-là, mais il y a aussi le moyen de mettre en place un mécanisme réglé par l'OMS et d'autres acteurs. Mais encore une fois, j'insiste sur le deuxième point. Si on veut le faire, il faut en même temps des choses comme une garantie des dépôts, parce que sinon, une banqueroute, par exemple italienne, se traduirait par une fuite des capitaux de l'Italie, il faut l'éviter. Il faut sans doute un actif européen commun qui soit sûr pour que les banques sachent quoi acheter s'il y a un pays en difficulté. Donc, comme avec les enfants qui courent sur le terrain de jeu, il faut que le terrain de jeu soit souple. S'il tombe, il n'y ait pas d'accident. Et c'est exactement ça ce qu'il faut faire aujourd'hui. Merci. Odile, rapidement, pour qu'on puisse poser une dernière question. Non, moi, je suis très, très prudente sur toute idée de faire des restructurations préventives ou des mécanismes automatiques de restructuration de dette. Qu'il y ait un cadre juridique avec les clauses d'action collective dans les titres qu'on émet qui permettent de définir des règles de majorité sur comment on décide et qu'on regarde avant de prêter via le mécanisme européen de stabilité, qu'on fasse des analyses de soutenabilité de la dette en prenant en compte les facteurs et tout ça, très bien, et c'est nécessaire, mais de commencer à dire qu'on va faire un cadre rigide avec des niveaux de dette qui déclenchent des restructurations, etc., je pense que c'est la recette pour le désastre et une perte de confiance totale dans les dettes souveraines européennes, etc. Donc, très grande... Comme le temps est excellemment bien géré, il reste le temps pour une dernière question. Monsieur ? Et après, on conclura. Merci, rapidement. Merci, rapidement. Donc, il y a deux manières de s'endetter, dette ou fonds propres. Or, ces dernières années, on a vu que les fonds propres, les dettes sur fonds propres des entreprises, ces ratios-là se sont détériorés. La capacité des ménages à apporter de l'equity lors de leur financement d'un achat de logement aussi s'est détériorée. Et alors qu'on voit aussi que les primes de risque equity sur les marchés n'ont jamais été aussi élevés compte tenu du fait qu'on a des taux zéro et des exigences de rentabilité à 15%. Alors, comment expliquons-nous le fait que l'equity soit devenu aussi rare, que ce soit devenu un peu la ressource rare, qu'on ait une surabondance de dette? Bien sûr, il y a les politiques monétaires, mais comment explique-t-on qu'aujourd'hui, voilà, cet autre mode de financement qui est aussi utilisé pour s'enrichir dans l'avenir soit devenu aussi rare et aussi difficile à obtenir? Merci. Bruno, c'est pour vous, vous avez 2 minutes. Je ne suis pas sûr de partager le constat sur une classe d'actifs que je connais bien puisque j'ai passé 9 ans chez Macquarie, ce sont les infrastructures. Je constate exactement l'inverse, c'est-à-dire que probablement parce que cette classe d'actifs, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, notamment, mais pas seulement, a généré des rendements très attractifs pour les investisseurs, en particulier si on considère le couple risque-retour dans un environnement de taux bas, on a constaté une capacité à la fois des fonds qui avaient déjà été présents sur ce marché, qui avaient performé, à lever dans des conditions de facilité absolument invraisemblables. Je vais essayer de retrouver des chiffres précis, mais en 2007, Macquarie avait levé son deuxième fonds européen à hauteur de 4,6 milliards d'euros à peu près. Ça avait duré à peu près 18 mois pour lever ça. Récemment, Macquarie a levé son 5e fonds européen et il me semble, je n'y étais plus, mais que ce que m'ont dit mes collègues, c'est que ça a été fermé en 3 semaines et ils ont levé plus de 5 milliards. Bon. Et donc, sur un certain nombre de classes d'actifs en tout cas, l'equity existe, elle est même surabondante et pour rester sur l'infrastructure, c'est vrai, des fonds existants qui ont un track record, mais également de gens qui se lancent comme investisseurs alternatifs sur ces classes d'actifs et qui arrivent eux aussi à lever des fonds propres. Alors après, si on avait plus de temps, on pourrait se poser la question de savoir quelle est l'origine ultime des 10 fonds propres, parce que peut-être qu'en fait c'est une forme de dette. Merci. C'est fini. C'est la fin. This is the end, comme dirait The Doors. Merci à tous. Je pense que vous êtes assez grands pour faire votre propre conclusion de ce débat.
Est-ce qu'il y a une bonne, une mauvaise dette? Est-ce qu'il faut s'enrichir? Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, pour conclure définitivement, la remarque de la grand-mère de Catherine. Merci.